Bien, bonjour, je vous propose de commencer, même si on a quelques minutes d'avance, dans la mesure où je vais vous parler un petit peu du programme de cette année. Donc je suis ravi de vous revoir, les anciens, les fidèles et les nouveaux et les nouvelles éventuellement. Cette année, donc, comme vous l'avez vu sur le programme, que vous ne pourrez d'ailleurs probablement pas voir de là où vous êtes, mais c'est plus pour me rappeler un petit peu les choses en vous le présentant. Donc j'avais décidé cette année de vous parler des maladies émergentes. On a eu l'Ebola, on a eu Zika, on a eu des tas de choses, le SARS du Moyen-Orient. Donc il y a là-dedans des mécanismes, des systèmes, des concepts que je pense qu'il était utile d'essayer de remettre un petit peu en place. Et ça va donc être l'objectif de la série de cours de cette année. Donc on va essayer de voir au fond quels sont les facteurs qui sous-tendent l'émergence des maladies infectieuses, et Dieu sait s'il y en a de nouvelles qui émergent. On va essayer de voir les outils pour les étudier, de voir les concepts qui se développent peu à peu, de nouveaux concepts d'ailleurs en particulier dans la prise en charge, ça ce sera plutôt pour la fin. On va essayer, grâce à un ou deux collègues, de rentrer un petit peu plus dans le détail de choses qu'on ne regarde pas toujours très précisément dans nos approches des maladies émergentes, où on reste souvent, nous, les médecins et les chercheurs, un petit peu plus médicaux et biologistes. On parlera un petit peu d'anthropologie. La semaine prochaine, on aura Frédéric Keck, qui est un collègue et ami qui travaille d'ailleurs au Collège de France dans la chaire de Philippe Escola, mais qui est directeur scientifique du musée du Quai Branly, qui viendra nous parler justement des éléments d'anthropologie essentiels dans l'émergence des maladies infectieuses. Il s'intéresse surtout à la grippe dans le sud-est asiatique, mais il a une vue des choses beaucoup plus large que ça. On parlera aussi pas mal des modifications microbiennes qui sous-tendent, bien entendu, bactéries, virus, l'émergence de certains agents pathogènes. Et on aura en particulier Samuel Alison, qui est un écologiste, théoricien, modélisateur qui est spécialisé en particulier dans la variation du sida et l'impact des variations du sida dans l'évolution du virus chez son hôte. On parlera finalement de la possibilité de, quelque part, prévoir les émergences infectieuses. C'est peut-être pas pour demain, mais il commence à y avoir un certain nombre de compréhensions et d'outils qui le permettent. Et le rôle du climat, des changements climatiques en particulier, de manière directe ou indirecte par les changements de géographie des populations de vecteurs, en particulier de vecteurs arthropodes comme les moustiques. Et on aura Annabella Fayou comme invitée pour le séminaire, qui est vraiment une des entomologistes expertes dans les populations de moustiques et leur rôle dans la transmission, leurs compétences et leur rôle dans la transmission des maladies infectieuses en particulier émergentes. On parlera aussi de retour d'un certain nombre de maladies comme la grippe, et essayer de comprendre ces processus de réémergence annuelle en fait, de mettre un petit peu de science biologique bien entendu derrière tout ça, et surtout voir les vaccins sous un angle nouveau. J'ai demandé à Odile Launay, qui dirige le centre de vaccins Cochin-Pasteur, de venir nous parler au fond des attitudes dans les développements vaccinaux par rapport à ces maladies émergentes, la façon dont on fait les choix, la façon dont on essaye de développer ces vaccins dans une certaine urgence, qui n'est pas toujours d'ailleurs une bonne chose. Donc, position des vaccins dans les nouvelles approches de ces émergences est quelque chose de très sensible. Et puis je vous parlerai donc de ces nouvelles attitudes, approches devant l'émergence d'une maladie infectieuse. Et pour ça, j'ai invité comme orateur, ce sera d'ailleurs, je vous demande de m'en excuser, mais je n'avais pas d'autre solution en anglais, Marcel Salaté, qui est allemand, donc qui n'est pas francophone, qui est un spécialiste d'une nouvelle approche, si je puis dire, de l'épidémiologie des maladies infectieuses, qui est la googlisation de l'épidémiologie, c'est-à-dire comment on peut anticiper des événements d'émergence ou des événements plus qui touchent à l'attitude des populations devant les émergences, en suivant les réseaux sociaux, et il a réussi de cette façon, par exemple, à anticiper, simplement par un suivi très étroit des réseaux sociaux et bien entendu une accumulation de ce qu'on appelle maintenant les big data, à anticiper
la défiance, si l'on peut dire, ou l'hésitation à la vaccination contre H1N1 en 2009-2010. Ça a été un des éléments qui a montré l'intérêt de ces approches multifactorielles. Donc pour aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on pourrait appeler... oui, j'oubliais de vous dire aussi qu'il y aura dans le cycle de ces cours, mais plus tard dans l'année, c'est-à-dire le 15 mai 2017, un symposium que j'ai co-organisé avec mon collègue et ami Alain Fischer, qui est à la chaire de médecine expérimentale, sur, au fond, le rôle des microbes dans l'évolution du système immunitaire. Donc ce sera un symposium international d'une journée, encore une fois le 15 mai, et bien entendu, compte tenu des orateurs, un symposium en anglais. Donc aujourd'hui, j'ai voulu essayer d'inaugurer cette série de leçons par quelque chose qu'on pourrait appeler au fond, donc, comme le titre le dit, les émergences du monde d'hier revisitées, la peste et le choléra. C'est un peu un aller vers le passé et un retour vers le futur que je vous propose, et je vous expliquerai ça plus en détail. Comme il était question ici de revisiter des grandes pathologies qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme j'ai un petit faible aussi pour la lèpre, j'ai demandé à Charlotte Avanzi, qui est chercheuse je vous la présenterai tout à l'heure, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le laboratoire de Stuart Cole, de nous parler de la lèpre, de ses nouveaux réservoirs probablement, et possiblement de sa réémergence. Donc, après avoir couvert tout ça, je pense ou j'espère en tout cas, vous aurez une idée très claire, ou plus claire en tout cas, de ces mécanismes d'émergence. Au fond, l'idée là, aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre ces vieilles maladies, qui sont encore d'actualité pour certaines d'entre elles, en particulier pour le choléra, et d'essayer de voir si, en creusant les choses et à la lumière de ce que la recherche nous apporte au fur et à mesure sur leur étude, on peut mieux analyser, comprendre leurs mécanismes d'émergence, y compris dans le passé. Et donc, encore une fois, on va prendre la peste et le choléra comme exemple. Alors, la peste, on va le prendre sous un angle un petit peu particulier, qui est celui de ce qu'on appelle l'ADN ancien, l'ADN fossile, et d'essayer de comprendre, on va y revenir tout de suite, si au fond, les mécanismes de l'émergence de ces pathologies qui ont quand même impacté de façon colossale sur l'humanité, en particulier en Europe, pour la peste par exemple, si ça est inscrit dans les génomes au fond et dans les génomes de micro-organismes de l'époque, on va y revenir. Pour le choléra, on essaiera de le voir plus sous l'angle au-delà d'avoir compris les mécanismes de transmission et de physiopathologie, on n'a toujours pas compris l'émergence du choléra et la réémergence en permanence du choléra, en particulier dans certaines zones de la planète. Et tout ça s'est éclairci très récemment, et je vous montrerai à partir de ça comment on peut commencer à avoir une vraie vision géographique de l'émergence du choléra, à la fois dans le temps et dans l'espace, et comment on peut, et on y reviendra ultérieurement, comme je vous l'ai dit, commencer à essayer d'anticiper éventuellement, d'identifier des conditions écologiques locales qui font que le choléra va clairement se développer dans ce contexte. Donc on vient de passer en gros un demi-siècle d'émergence infectieuse, on y reviendra dans le prochain cours, ou de réémergence, qui sont très largement facilités par des critères, au fond, des paramètres qui sont des paramètres anthropologiques. La planète, depuis quelques décades maintenant, est rentrée dans une nouvelle période, diraient certains, qui est la période de l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'au fond, pour la première fois quasiment dans l'histoire de l'humanité, la présence humaine sur la Terre se manifeste par des modifications drastiques des conditions de vie, en particulier bien entendu le réchauffement climatique, mais beaucoup d'autres comme les destructions forestières et autres paramètres qui ne pouvaient que jouer un rôle à un moment ou à un autre dans l'émergence des maladies infectieuses. Ça, c'est le premier point, c'est nous, c'est l'Anthropocène. Et puis il y a les microbes aussi, et finalement le potentiel, la variabilité, la flexibilité colossale du génome des microbes, qu'il s'agisse des bactéries ou des virus par exemple, voire des parasites, et surtout des bactéries et des virus, leur permettant, au fond, étant un conducteur, un driver, comme on dit en anglais, de ces émergences de par le fait que
cette flexibilité génomique leur donne des capacités d'adaptation, hein, c'est tout à fait darwinien, et donc la possibilité de rebondir en permanence sur, par exemple, les mécanismes de résistance de l'hôte et de les surpasser, mais c'est valable tout autant pour l'émergence qui va se faire dans des situations environnementales. Donc, ces mécanismes qui sont propres à la variabilité génétique de ces micro-organismes, on y reviendra dans le troisième cours. Au fond, l'idée avec choléra et peste et lèpre, c'était de voir si, au fond, on pouvait, à partir de ces éléments, de ces variations génétiques, génomiques de ces micro-organismes, y compris ceux qu'on va identifier dans des restes, dans des fossiles, si on pouvait tirer de là des leçons sur ces variations et sur la facilitation en fait, des processus d'émergence. Ça va être ça le thème de cette lecture ou de cette première lecture. Donc la peste et le choléra revisités, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut, à l'aune des connaissances contemporaines, des mécanismes fondamentaux, réanalyser et mieux comprendre et bien entendu préciser les attitudes devant les émergences contemporaines ou les émergences à venir. Et il y a là-dedans, bien entendu, le mélange d'un certain nombre de paramètres. Il y a des paramètres microbiologiques, il y a des paramètres humains, il y a des paramètres environnementaux. Et bien entendu, c'est le cas par exemple pour la peste, c'est le cas pour la lèpre des réservoirs animaux, voire éventuellement des animaux vecteurs, en particulier des insectes vecteurs. Donc on commencera par la peste, et le titre un peu provocateur, au fond, qui est l'émergence se lie-t-elle dans les génomes? Et comme vous le verrez, les réponses sont relativement ambiguës. La peste a marqué l'humanité par la violence des secousses qu'elle a entraînées, par la mortalité et la morbidité absolument phénoménales, et elle s'est exprimée, comme vous le savez bien entendu, au fil des siècles dans un certain nombre d'œuvres artistiques, en particulier en peinture. Donc on fait éventuellement de la peste d'Asdod de Nicolas Poussin au pestiféré de Jaffa de Gros, un saut de tout ça vers les génomes microbiens et essayer de donner au fond, à partir des génomes, du sens à l'observation ou au rendu que font les artistes de la peste. Donc il y a trois choses à retenir. Premièrement, il y a une maladie, c'est essentiellement la peste bubonique, ici. Il y a un découvreur, c'est Alexandre Yersin, en 1894 à Hong Kong. On reparlera de la pandémie de peste, la troisième pandémie de peste. Et puis il y a un micro-organisme, Yersinia pestis, qui est bien entendu l'agent de la maladie qui va être en fait inoculé par une puce infectée, créer une lymphangite qui va se collecter dans le ganglion inguinal, car généralement c'est à ce niveau-là que ça se passait, mais ça peut être éventuellement dans les ganglions axillaires. Et à partir de ce ganglion, soit les choses vont rester là, concentrées. Le ganglion, c'est un peu un pare-feu, c'est un peu le dernier bouclier avant la dissémination dans l'organisme, ou alors donner ce qu'on appelait, à l'époque où j'ai commencé la médecine, une septicémie à point de départ lymphatique, c'est-à-dire que le ganglion va commencer de lui-même à essaimer dans la circulation et à donner la peste septicémique, qui peut se transformer en peste pulmonaire à partir du moment où le poumon est infecté et l'individu va pouvoir transmettre directement à ses congénères sans la nécessité de ce vecteur de la puce en intermédiaire. Et donc on est dans, en fait, ainsi comme c'est beaucoup le cas dans ces maladies infectieuses, et y compris à l'heure actuelle les maladies émergentes, plus de 60% des maladies émergentes sont en fait des zoonoses, c'est-à-dire des pathologies qui sont générées chez l'animal, en particulier chez l'animal d'élevage, mais là, dans le cas présent, chez l'animal sauvage. Et au fond, l'homme va être un petit peu contingent dans tout ça, c'est-à-dire qu'il va venir se frotter à ce cycle de la maladie dans le monde animal, et si le micro-organisme a aussi un tropisme pour l'homme, il va bien entendu donner lieu à une infection, voire à un cycle d'infection chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme infecté va déplacer le spectre de la maladie de l'environnement sauvage où elle se développait, c'est le cas de la peste en particulier, vers son environnement à lui, qui est par exemple l'environnement
urbains ou éventuellement de plus petites communautés. Donc la peste, c'est une maladie de la faune sauvage, en particulier des rongeurs de la faune sauvage. Il y a à peu près 200 espèces de rongeurs qui sont susceptibles d'être infectées par le micro-organisme, par Yersinia pestis, en particulier les marmottes, les gerbilles, les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins, les lièvres, et d'autres. Et donc, en fait, ce cycle se fait très bien tout seul. On n'a pas besoin d'hommes pour le développement de la peste. Et il se fait par l'intermédiaire de puces qui sont, en règle générale, spécifiques de l'espèce réservoir particulière. Donc, je vais vous passer, dans ce cas-là, les 200 puces différentes qui sont impliquées. Et puis, à un moment ou à un autre, pour raison de proximité, l'homme va se trouver éventuellement impliqué dans ce système, ou des animaux vont se trouver impliqués dans ce système qui sont proches éventuellement de communautés humaines. C'est l'histoire du rat des villes et du rat des champs. Ils peuvent se rencontrer de temps en temps et éventuellement se passer généreusement des maladies qui vont se réétablir comme un cycle chez des animaux. Bon, pour le rat, on ne peut pas considérer vraiment un rat comme un animal domestique, mais qui vivent dans l'environnement humain, dans l'environnement urbain, avec un changement aussi de l'insecte vecteur qui va se fixer sur des espèces de puces très particulières. Et puis à un moment ou à un autre, la maladie se développant chez l'homme va pouvoir éventuellement la recycler d'homme à homme, soit par l'intermédiaire de puces de l'homme, Pulex irritans, et ça se voyait beaucoup dans les cérémonies funèbres où le patient à l'agonie ou déjà mort de la peste donnait généreusement ses puces aux personnes qui assistaient à cet événement dramatique. Et donc les gens se contaminaient par proximité de personnes décédées de la peste. Et puis, sur des concentrations humaines importantes, il y a cet épisode dont je vous ai parlé, de passage par le poumon, et à partir de ce moment-là, on rentre dans le cycle de la peste pulmonaire, c'est-à-dire que la peste s'attrape comme la grippe par toux et des gouttelettes contenant le micro-organisme. Donc vous voyez cette complexité de ces différentes situations écologiques en fait, et épidémiologiques, ou d'une maladie qui était une maladie sauvage. Et d'ailleurs, les cycles de peste s'expliquent probablement très largement par, au fond, la stabilité ou l'instabilité de ces rongeurs sauvages. C'est-à-dire qu'eux aussi sont sensibles à la maladie, donc ceux aussi meurent. Donc il y avait aussi probablement des pandémies qui touchaient très largement ces animaux, qui mouraient, et de nouvelles générations de rongeurs sauvages venaient occuper les terriers, se réinfectaient parce que les puces, elles se portaient très bien. Et donc, au fond, on avait cette espèce d'approche cyclique. Et à partir du moment où les populations de rongeurs, et ça on l'a très bien vu dans d'autres situations aux États-Unis avec des cas sporadiques de peste ou avec le virus Antane, quand ces populations de rongeurs explosent, quand elles ne sont pas encore très malades, on va avoir une explosion du réservoir, donc une explosion du pool de micro-organismes disponibles. Et là, on commence à revoir un cycle infectieux et ces mécanismes de repassage dans l'environnement humain. Donc voilà en gros comment se voit la maladie. Et encore une fois, l'homme dans tout ça, même si la maladie a été dramatique chez eux, on est mort par millions lors de la peste noire, mais les petits rongeurs, ils sont morts par millions eux aussi. On n'en a pas beaucoup parlé ou beaucoup moins. Alors, c'est quoi Yersinia pestis? Yersinia pestis, en fait, c'est un descendant d'une autre entérobactérie qui s'appelle Yersinia pseudotuberculosis et qui reste d'ailleurs très très proche de Yersinia tuberculosis. En fait, le branchement s'est fait phylogéniquement il n'y a pas très longtemps, puisque on considère en général autour d'une vingtaine de milliers d'années, ce qui en termes de phylogénie microbienne est rien du tout quand on compare aux colibacilles qui se sont séparés des salmonelles il y a 250 millions d'années. Donc vous voyez, c'est un événement extrêmement récent. Et donc cet événement a donné lieu à un phénomène au fond de spéciation du micro-organisme. Yersinia pseudotuberculosis est resté un micro-organisme très prévalent dans l'environnement qui donne des maladies chez l'homme, généralement une diarrhée parce qu'il est absorbé par voie orale, éventuellement une inflammation des ganglions mésentériques, une espèce de pseudo-appendicite,
mais on n'en meurt pas et on se remet assez rapidement. C'est un micro-organisme qui est au fond plus générique, si je puis dire, dans sa vie environnementale et dans les autres animaux et humains qui sont infectés. Donc il y a eu une espèce de spéciation qui s'est faite dans cette période-là par l'apparition de Yersinia pestis, sa dérivation de Yersinia pseudotuberculosis. Et au fond, tout ce qui nous intéresse, éventuellement en reculant maintenant dans l'histoire de ce micro-organisme, de Pestis, c'est de savoir au fond qu'est-ce qui lui est arrivé, qui l'a rendu spécifique de l'homme et aussi pathogène et virulent pour l'homme. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est, ou beaucoup ou pas beaucoup au fond, par rapport à Yersinia pseudotuberculosis, ça tient à pas énormément de choses. Ça tient à l'acquisition de gènes. Ça tient à beaucoup de neutralité, pour des raisons qu'on ne comprend pas, mais probablement des phénomènes de régulation qu'on n'appréhende pas encore tout à fait, et puis aussi de perte de gènes, parce qu'on sait très bien que la spéciation vers l'espèce humaine en particulier s'accompagne très généralement d'un appauvrissement du génome et de la perte d'un certain nombre de fonctions, ce qu'on appelle des fonctions ou des mutations patho-adaptatives, qui vont au fond permettre aux micro-organismes de se fondre de plus en plus dans l'espèce dans laquelle, par la force des choses, il est devenu plus spécifiquement pathogène. Donc Yersinia pseudotuberculosis, c'est ça, on acquiert un petit peu de gènes, on en perd et on fait Yersinia pseudotuberculosis. Alors la perte, c'est quoi par exemple? La perte, c'est la perte de la mobilité. Yersinia pestis n'a plus de flagelle. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pathogénicité de Yersinia pestis? Aucune idée. Mais néanmoins, le flagelle et un certain nombre d'autres protéines exprimées à la surface, très peu en fait disparaissent, et les deux sont tellement proches, c'est à tel point que plusieurs chercheurs sont en train d'essayer de développer des vaccins contre Yersinia pestis à partir de Yersinia pseudotuberculosis qui est moins virulent, en lui faisant exprimer un ou deux éléments spécifiques de Yersinia pestis. Donc Yersinia pestis a des éléments en plus. Il a acquis en particulier deux plasmides très particuliers, un qui s'appelle PCP1, je m'y perds souvent, et un autre qui s'appelle PMT1. Par contre, il partage avec Yersinia pseudotuberculosis ce plasmide PCD1 qui est une machine formidable, on en a déjà parlé dans des cours précédents, qui lui permet d'exprimer ce qu'on appelle un appareil de sécrétion de type 3, c'est-à-dire une seringue moléculaire qui permet à l'un comme à l'autre d'injecter dans les cellules de l'hôte, en particulier dans les cellules du système immunitaire, des effecteurs qui vont altérer les fonctions cellulaires et en particulier entraîner une altération de la réponse immunitaire innée, voire adaptative, et faciliter la croissance de ces micro-organismes. Alors qu'est-ce que ça voulait dire pour pseudotuberculosis dans l'environnement? Ça reste toujours une question en pointillé, mais néanmoins, par rapport à l'infection de l'homme ou dans des modèles animaux, comme des modèles murins, c'est le cas. Par contre, Pestis a récupéré des fonctions complémentaires, et ces fonctions complémentaires les a beaucoup récupérées soit par des modifications de régulation, en particulier la régulation par la température, de l'expression, de l'intensité de l'endotoxine, par exemple, mais aussi, par exemple, ce plasmide PCP1 amène à l'expression de phénotypes nouveaux, en particulier une toxine, la pesticine, et puis un activateur du plasminogène qui va permettre à la bactérie, à Pestis, de mieux se débrouiller dans sa phase septicémique et de pouvoir altérer les vaisseaux et progresser plus rapidement, se disséminer dans l'organisme. Et puis il y a un autre plasmide qui est tout à fait intéressant qui s'appelle PMT1, on y reviendra rapidement, qui code pour une capsule. Alors vous savez que les capsules, ce sont des sucres, des polysaccharides, des polyosides en français complexes qui protègent contre la phagocytose par les cellules comme les polynucléaires neutrophiles, et ça va être important dans cet échappement à la réponse de l'hôte. Et puis cette toxine YMT, en fait, le sigle est pour Yersinia murine toxin. Donc une toxine qui avait été montrée initialement comme facilitant la pathogénicité chez la souris dans un modèle murin d'études, mais qui s'avère en fait coder pour une phospholipase de type D qui, et ça a l'air d'être sa fonction essentielle, est capable d'intoxiquer la puce et de faciliter la croissance du micro-organisme
dans ce qu'on appelle le hindgut, c'est-à-dire dans le réservoir intestinal de la puce, ce qui va probablement faciliter ce cycle de réinfection, en particulier chez l'homme. Donc j'insiste un petit peu sur cette toxine parce qu'on va en reparler tout à l'heure dans l'évolution, justement, dans la marche vers, si l'on peut dire, la phylogénie de Yersinia pestis. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un arbre phylogénique. C'est souvent très ennuyeux, mais quand on commence à sérieusement s'y intéresser, c'est passionnant. Tout ce qui est en bleu, c'est les branches qui ont donné lieu à des variants progressifs de Yersinia pseudotuberculosis, et tout ce qui est rouge, c'est Yersinia pestis. Et vous voyez donc ici, au fond, le moment où Yersinia pestis s'est séparée de Yersinia pseudotuberculosis, où elle est devenue rouge après avoir été bleue. Et là, on se situe donc vers ces 20 000 ans ou un peu plus, vraiment très approximatif, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, on se retrouve vers l'année 300 après Jésus-Christ, avec le début des pandémies prouvées. Alors, on reviendra tout à l'heure sur quel élément on peut dire que ces pandémies sont prouvées de peste. Et donc, un grand trou noir entre l'an moins 20 000 et, en gros, les premiers siècles. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Quelle était la fonction d'Yersinia pestis ? Était-elle déjà dans ces populations anciennes où on retrouve assez rapidement les hommes du Néandertal, par exemple? Était-elle véritablement pathogène? Y avait-il déjà des épidémies de peste typiques telles qu'on a pu les voir ensuite dans ce qu'on peut appeler les temps modernes? Donc tout ça fait partie de ces questions qu'on se pose, ou que se sont posées en tout cas les gens qui s'intéressent à la peste et au fond à son historique, à sa phylogénie. Alors, sans vouloir faire trop d'histoire, il y a au fond 3 grandes pandémies de peste. Et quand on dit pandémie de peste maintenant, ce sont des pandémies qui sont prouvées, où le micro-organisme a été trouvé de façon significative dans des sépultures dont on sait historiquement qu'elles ont correspondu à, disons, des épidémies dont le profil correspondait à la peste, mais on peut toujours se demander si c'était le typhus, si c'était la variole, si c'était éventuellement d'autres pathologies. Donc ça, ce sont des situations où, on va y revenir, on a trouvé, par amplification génique, avec des amorces spécifiques, la présence sur de l'ADN fossile sur les cadavres de Yersinia pestis. Donc cette première peste de Justinien, elle est survenue au VIe siècle et elle a été massive, maximum, pendant probablement environ une cinquantaine d'années, voire un petit siècle. Puis ensuite, il y a eu, comme souvent, cette espèce de rebond, de rechute, de cycle, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne totalement, peut-être pas, mais en tout cas de façon très, 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 très importante. Alors cette peste, historiquement, probablement, elle a eu un impact. Un historien de Byzance qui s'appelait Procope qui disait qu'elle avait tué 100 millions de personnes. On faisait déjà à l'époque de l'épidémiologie sur des observations qui étaient ensuite extrapolées, bien entendu. En tout cas, il semble qu'elle ait en fait arrêté les velléités de l'Empire romain d'Orient de reconquérir l'Italie parce que les armées en question ont été totalement décimées par la peste. Ce n'est peut-être pas la seule conséquence de tout ça, mais manifestement, la peste de Justinien a été un des moments marquants dans l'histoire de cette maladie et de son impact sociopolitique. La deuxième grande pandémie, vous la connaissez tous, c'est la peste noire, c'est la peste médiévale, entre 1347 et 1351. C'est entre 30 et 50% de la population européenne qui est morte. On n'imagine pas ce que pouvait être l'impact de ces maladies dans nos sociétés modernes. Des villes entières, en particulier en Italie par exemple, quand la grande épidémie a touché la partie nord de l'Italie, des villes entières qui ont décroché, des villes comme Sienne où tout le monde est mort quasiment et où l'économie s'est arrêtée, ce qui était un coup de frein au développement d'un certain nombre de ces petites républiques très, très, très prospères du nord de l'Italie, mais on ne parle pas d'autres régions bien entendu. Et cette peste médiévale, là aussi, elle a probablement continué avec un certain nombre d'à-coups, de retours, en particulier dans le nord de l'Europe, en France,
au Royaume-Uni. Il y a eu la Grande Peste de Londres en 1665, par exemple, et il était bien sûr question de savoir si c'était le même micro-organisme, si c'était la peste médiévale qui restait l'ancêtre de ces événements successifs, parce que les modèles sont variés. Il y a ce modèle des cycles, il y a le modèle du retour vers le réservoir initial qui est l'Asie, en fait. Et tout ça a besoin d'être revu, mais de façon extrêmement difficile, bien entendu. Et puis la troisième pandémie, qui a été celle-là vraiment intercontinentale, elle a émergé en Chine à la fin du XIXe siècle, en 1894. C'est à cette occasion-là, lors de la peste de Hong Kong, qu'Alexandre Yersin a découvert Yersinia, qu'on appelait ensuite Yersinia pestis. Et au fond, elle est devenue pandémique à l'échelle de la planète. Elle a touché les Amériques, elle a touché l'Australie, à cause du fait que le XIXe siècle, bien entendu, était marqué par la révolution industrielle, par l'explosion du commerce et des transports intercontinentaux, en particulier, bien sûr, par voie maritime à cette époque-là. Et donc, elle a pris cette dimension planétaire par un élément qui est un élément anthropologique par essence, qui est le progrès scientifique et technique amenant au développement de l'industrie et donc des transports et des échanges. Alors, il y a eu sûrement d'autres épidémies. Il y a la fameuse peste d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, dont on ne sait pas très bien, au fond, si c'était véritablement la peste. Elle n'a jamais été prouvée par des méthodes microbiologiques moléculaires. On pense qu'elle a joué un rôle, si c'était vraiment la peste, mais même si ça ne l'était pas, dans le début un début de décadence, en tout cas, de la civilisation de la Grèce classique. Donc, ce qui fait, au fond, la sensibilité à la peste, c'est effectivement ce mélange à la fois de maladies et puis d'impact majeur sur les sociétés, sur l'évolution des sociétés. Donc ça, c'est juste une carte de la planète qui vous montre la zone, au fond, de dispersion, de dissémination de la troisième pandémie de cette maladie, avec bien entendu le rôle des transports maritimes dans la dispersion du micro-organisme. Alors, j'ai déjà anticipé un petit peu sur tout ce qui concerne les ADN fossiles. En français, on dit ADN fossile, ou de plus en plus, ce que les anglo-saxons disent ancient DNA, on parle de DNA ancien. Donc, toutes ces pandémies, comme je vous le disais, ont été prouvées microbiologiquement, et elles l'ont été par des méthodes qui consistent à justement aller rechercher de l'ADN résiduel sur des cadavres et les étudier par les moyens dont on dispose. Alors, on appelle ça maintenant l'archéomicrobiologie ou la paléomicrobiologie. C'est une science qui est très très complexe, mais tout à fait passionnante, bien entendu. Très complexe parce que l'ADN est dégradé, on va en redire deux mots, et donc les techniques doivent être vraiment à jour. Alors je m'aperçois que j'ai fait un jeu de mots, une plaisanterie sans le vouloir. C'est que ce diagnostic, en fait, sur ces ADN anciens extraits de cadavres d'individus enterrés dans des sépultures dont on pense qu'historiquement elles étaient reliées du fait d'un enterrement massif à l'effet d'une épidémie ou d'une pandémie. On peut le faire avec des méthodes relativement simples de laboratoire, alors avec des puces, mais cette fois-ci ce sont des puces à ADN, c'est-à-dire des puces qui présentent un certain nombre de petites séquences complémentaires qui permettent d'identifier si oui ou non on est en présence du bacille de la peste, ou par amplification génique avec ce qu'on appelle des primers ou des amorces qui correspondent à un ou plusieurs gènes caractéristiques du bacille de la peste qu'on amplifie ou qu'on n'amplifie pas. Alors, c'est facile de le dire comme ça, c'est beaucoup plus compliqué à la fois par la complexité liée à la dégradation du matériel, bien entendu, et puis aussi un risque énorme de contamination. Et ça, c'est les problèmes de la PCR, donc il faut que ce soit fait dans des salles blanches. Maintenant, on appelle ça les salles d'ADN anciens, si on veut être absolument certain
qu'on n'a pas fait d'amplification, mais il y a d'autres moyens de s'en sortir. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on fait ces diagnostics. Et donc en règle générale, ce qui est le plus productif, je dirais, dans la mesure où l'ADN a été relativement conservé, c'est en fait la zone créviculaire entre l'insertion de la dent et l'os du crâne. Et là, il y a en fait la pulpe dentaire est relativement conservée. Et en grattant la pulpe dentaire, on sort du matériel qu'on lise, et de là, on extrait de l'ADN, qui est en fait le matériel de base sur lequel les gens qui font de la paléomicrobiologie travaillent. Nous, on a des études maintenant plus sur le microbiome, par exemple, intestinal. On travaille sur d'autres échantillons, vous pouvez l'imaginer. Mais en règle générale, pour ce diagnostic de ces maladies septicémiques où la microbe s'est disséminée dans l'ensemble de l'organisme, c'est donc la pulpe dentaire et la zone créviculaire qui est la plus recherchée. Donc, le diagnostic moléculaire, sous les réserves que j'ai émises, il est en règle générale relativement aisé. Tout est entre guillemets, dans la mesure où il ne faut pas avoir de très longues séquences, il suffit de petits fragments d'ADN pour amplifier et pour éventuellement avoir le diagnostic microbiologique. Et donc, que ce soit la peste de Justinien, que ce soit la peste noire, que ce soit les repliques de la peste noire, la peste moderne, il y avait les cultures, bien entendu, en tout cas très rapidement, on a une preuve microbiologique solide de fait que c'était bien des épidémies, voire des pandémies de peste. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ça? La PCR, c'est des petits fragments qu'on amplifie, ça permet de faire une phylogénèse très rudimentaire, ça permet essentiellement, encore une fois, de faire un diagnostic. Mais la question qu'on pose là, elle est plus complexe, elle est plus ambitieuse. C'est peut-on refaire une phylogénie, c'était ça mon aller vers le passé, de ces micro-organismes dont l'ADN est resté présent, pas toujours en très bon état, dans les corps des personnes qui sont décédées de cette maladie. Et pour ça, il faut bien entendu beaucoup plus de matériel. Et l'idée, c'est que si on y arrive, on va pouvoir commencer à lire dans le génome peut-être des choses, des modifications de ces microbes qui expliquent la survenue de ces émergences. Alors, les méthodes moléculaires standards, encore une fois, comme je le disais, les puces à ADN, la PCR, ça va pour le diagnostic, ça ne va pas pour ces grandes séquences. Et donc, il faut passer, si je puis dire vulgairement, à la vitesse au-dessus si on veut véritablement faire une analyse phylogénique, à la limite quasi génomique de ces micro-organismes, ou en tout cas de l'ADN correspondant à ces micro-organismes. Donc, la PCR n'est pas adaptée et il faut faire des approches différentes. Donc, ces approches différentes, le problème est d'autant plus aigu, puisqu'on veut avoir des séquences très longues, que l'ADN est dégradé, encore une fois, et il est dégradé de deux manières. Il est dégradé par des enzymes au moment de la mort, l'autolyse des tissus, la mort des bactéries active des enzymes qui vont dégrader l'ADN. Il y a beaucoup de DNAs qui sont libérés. Et puis, il y a des modifications chimiques qui sont liées à l'oxydation des nucléotides à l'intérieur de l'ADN. Donc, quand ces nucléotides sont oxydés, ils ne peuvent plus hybrider correctement, donc ça gêne considérablement, bien entendu, les opérations. Et puis, des hydrolyses, des cassures de l'ADN. Donc, ces activités chimiques et enzymatiques se conjuguent pour véritablement faire de cet ADN une substance qui est très, très difficile à travailler, encore une fois, au laboratoire. Alors, beaucoup a été fait dans l'amélioration de ces approches, avec en particulier une personne qu'il faut absolument citer, qui est Svante Pääbo, qui est un Finlandais, qui est un anthropologue, biologiste moléculaire, qui travaille dans un Max Planck sur l'évolution humaine en Allemagne. Et Svante a été le premier, en fait, à reconstruire la séquence de l'ADN de l'homme de Néandertal, de montrer que cet ADN
contenait aussi des séquences d'Homo sapiens, donc que les deux espèces s'étaient probablement à un moment ou à un autre mélangées. Donc ça fait partie de ces espèces de plongées absolument phénoménales dans l'archéologie et dans l'évolution humaine. Mais à l'occasion de ça, il a mis au point, son équipe, collaborateurs ont mis au point des techniques, c'est-à-dire au fond la combinaison de deux éléments. Un, l'enrichissement en ADN, et ça peut se faire justement avec ces puces, ces microarrays, qui permettent d'immobiliser les séquences d'ADN qui sont reconnues par les primers qui sont sur ces puces, et donc d'enrichir dans de l'ADN qui correspond à l'ADN du microbe en question. Et puis, bien entendu, les méthodes de séquençage de nouvelle génération à haut débit, la bioinformatique, qui permettent au fond de tirer de plus en plus d'informations de ces tout petits fragments d'ADN qui sont très dégradés et de les réassembler grâce à la bioinformatique et d'en faire vraiment ce qu'on appelle des contigs, c'est-à-dire des morceaux entiers de séquences de l'ADN génomique et d'arriver, comme c'était montré sur une diapo précédente, à reconstituer des pans très très importants de ces micro-organismes. Alors, la peur permanente, c'est la contamination, j'en ai parlé. Une façon de valider ces ADN anciens, c'est de montrer qu'ils sont assez dégradés, effectivement, en particulier que certaines bases sont oxydées, et puis surtout de faire toujours en parallèle de l'ADN de l'hôte, et en particulier l'ADN mitochondrial, qui est très très utilisé par les gens qui font de la phylogénie des espèces humaines, animales, qui doit être lui aussi par définition dégradé. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui viennent se conjuguer pour valider la qualité de l'échantillon. Et il y a eu, vous imaginez, pas mal de controverses dans la littérature sur la signification de tel ou tel élément. Alors peut-être la plus jolie contribution qui a été faite ces dernières années, de toute façon ça fait pas très longtemps que ces travaux sont en cours, c'est celle de ce groupe en 2015 qui a publié dans Cell. En fait, ils ont comparé le génome de Yersinia pestis, de Yersinia pseudotuberculosis à Yersinia pestis, bien entendu, c'est un peu le modèle de base. Mais surtout, ils sont allés dans des sépultures de l'âge de bronze, c'est-à-dire entre 3000 et 800 ans avant Jésus-Christ, qui est une partie de cette boîte noire dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'histoire de Yersinia pestis. Et ils ont systématiquement reconstruit des génomes, plusieurs dizaines de génomes de Yersinia recueillis dans les mêmes conditions que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Et en fait, ils ont pris 55 gènes qui sont des marqueurs de la virulence de Yersinia pestis. Ils les ont croisés, c'est ce qui est fait ici sur cette table, avec l'ensemble des souches dont les génomes ont été partiellement, mais très largement reconstitués, et essayer de commencer à voir s'il manquait des choses à un moment qui seraient apparues dans un deuxième temps. Et en fait, ils ont eu découvert qu'au milieu de peu de choses, il y avait un marqueur essentiel qui apparaissait, qui était ce gène codant pour YMT ou YMT, c'est-à-dire cette toxine qui est une phospholipase D qui accélère encore une fois la croissance de Yersinia pestis dans la puce. Et en gros, c'est à peu près tout ce qu'ils ont trouvé comme différence, qui est à la fois étonnant et en même temps formidable, parce que ça permet de clarifier la situation. Et le modèle qui sort à l'heure actuelle, c'est que quelque part, probablement aux alentours de 800 ou 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le deuxième tiers de l'âge de bronze, Yersinia pestis a récupéré sur ce plasmide, qui était sur la diapo précédente, ici, qui porte le même nom de PMT, donc plasmide murine toxin 1, récupéré ce gène codant pour cette phospholipase D, qui, au fond, a probablement permis, entre guillemets, à la puce de rentrer dans le cycle. Donc, ce n'est pas impossible, au fond, que ce que je vous racontais initialement sur l'homme qui devient contingent du réservoir animal et des animaux malades n'ait pas été plutôt initialement le pourvoyeur de Yersinia pestis dans ce cycle dans le monde animal sauvage, mais en tout cas très probablement avant cet an 800 ou 1000 où la souche a acquis ce gène YMT,
elle était incapable de passer et de se développer chez la puce, donc probablement le cycle n'existait pas, la peste bubonique n'existait pas, et on ne sait donc pas à quoi pouvait correspondre cette présence de Yersinia pestis YMT négative chez les hommes de cette époque, s'il y avait un réservoir animal, tout ça. Et d'ailleurs, c'est un problème majeur dans toute cette histoire de la peste, c'est qu'on a très peu accès au fait, au réservoir animal. Autant les hommes sont... les squelettes se retrouvent accumulés dans des sépultures, autant les animaux meurent ici et là dans la nature et on n'a absolument aucun accès et aucune façon rationnellement d'aller identifier tout ça, ce qui est probablement le grand défi pour le futur. Donc ça, c'est un des éléments, une des étapes probablement de cette construction et ça vous montre au fond comment ces méthodes de séquençage peuvent commencer à donner un petit peu d'idée sur la phylogénèse et la marche de Yersinia pestis vers sa spéciation pour l'espèce humaine et pour donner la maladie qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les mêmes travaux ont été faits sur les souches de la peste de Justinien, de la première pandémie. C'est manifestement un lignage original qui est éteint. Il est totalement distinct des pandémies qui sont survenues ultérieurement, en particulier de la grande peste médiévale. Il y a un îlot de pathogénicité qui s'appelle DFR4, qui a peut-être été un des éléments, une des signatures marquant son extrême pathogénicité. Mais au fond, c'est beau, mais c'est un petit peu décevant. On ne peut pas tout lire dans les génomes, loin de là, et en particulier, on ne peut pas lire l'élément qui a fait que cette souche a explosé à un moment donné dans la population. Et puis sa disparition aussi. Pourquoi a-t-elle disparu? Est-ce qu'elle était tellement infectieuse que tout le monde s'est finalement immunisé et ce sont les survivants qui ont repris le dessus? Tout ça, ça reste complètement, ou la disparition du réservoir animal, un changement climatique. Il y a encore beaucoup d'inconnus, d'incertitudes, et c'est un travail pour l'avenir, bien entendu. Un peu pareil pour la peste noire, on avait cette façon un peu, disons, romantique presque de dire il faut absolument comprendre, aller voir dans les génomes pourquoi ce microbe a tué la moitié de la population européenne. Les travaux qui ont été faits et très bien publiés, parce que c'est des travaux tout à fait exceptionnels, montrent que bon, il y a probablement eu plusieurs clones différents, qu'ils ont probablement été les clones ancestraux de la peste moderne, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'évidence dans les génomes d'un îlot de pathogénicité, d'une toxine particulière, de quelque chose qui permette de dire ça explique pourquoi ce micro-organisme a été aussi virulent pendant plusieurs années en Europe. Et encore une fois, revient là-dedans la notion d'anthropologie, c'est-à-dire des comportements humains. On est dans une période où l'urbanisation s'accentue, donc les contacts homme-homme sont plus importants. Et la peste pulmonaire a pu à un moment passer au-dessus d'un seuil et se développer de façon explosive. C'était des périodes de guerre, c'était à la fois civile ou entre États, des périodes de famine, donc une fragilisation des populations. On ne sait pas encore, en tout cas, ce n'est pas clairement inscrit dans les génomes. Et au XVIIIe siècle, la question, c'était par exemple la peste de Londres ou la grande peste de Marseille, à peu près dans les mêmes années, où il y a des sépultures qui sont identifiées, a été de montrer qu'en fait, c'était effectivement des micro-organismes qui étaient des descendants de la peste médiévale. Donc il y a eu probablement, après cet épisode de peste médiévale qui s'est arrêté d'une manière ou d'une autre, encore une fois dans des conditions pas toujours compréhensibles, des repliques, comme les tremblements de terre. Au fil des 2 ou 3 siècles qui ont suivi, on a revu apparaître des épidémies, peut-être au rythme de l'expansion, régression des populations animales, de l'apparition de nouveaux vecteurs, peut-être pas toujours la puce, on a dit que le pouls pouvait être impliqué. Donc on est encore une fois dans l'interrogation sur l'histoire naturelle au fond de ces épidémies, mais ça vous montre tout de même l'importance qu'est en train de prendre l'étude de l'ADN ancien. D'ailleurs, elle se combine de plus en plus à des études qu'on appelle métabolomiques. Dans les échantillons, on va retrouver les lipides. Les lipides sont beaucoup plus stables que l'ADN. On va retrouver même des protéines quand elles ont été bien conservées dans des coprolites, par exemple.
Et puis autre chose, c'est que ce qu'on voit dans ces souches qu'on compare, que ce soit la souche de la peste de Justinien, la souche médiévale ou la souche moderne, énormément comment dire, de réorganisation de ces génomes, qui sont matérialisés par ces traits comme ça qui montrent que certains blocs de gènes réapparaissent à un autre endroit sur un autre génome. Et ça, on ne sait pas encore le comprendre, on ne sait pas encore interroger ces choses-là pour savoir si ça fait partie, si certains de ces événements de réorganisation des génomes ont fait partie de l'augmentation de fitness, d'adaptabilité de ces microbes qui ont pu éventuellement donner lieu à l'émergence de ces épidémies. Donc je vous laisse sur des sentiments mitigés sur les contributions dans ce domaine, mais tout ça est en route et je pense que clairement c'est un domaine qui est de plus en plus exploité. Alors, la deuxième maladie, c'est le choléra. Et l'idée, c'est au fond, comme c'est résumé ici, comment un siècle et demi de science, puisque le choléra est apparu vraiment très brutalement en Europe, en tout cas à partir du début du XIXe siècle, même s'il était présent avant, comment cette connaissance a permis de résoudre, alors j'ai résumé ça en 6 énigmes. Donc ça, c'est pour vous montrer, bien entendu, le poids du choléra, en particulier du choléra morbus lors de la deuxième pandémie. Donc, au fond, les énigmes, c'est quoi? On est au XIXe siècle, on est au cours de la deuxième pandémie en 1830 en Europe. On a une mortalité terrible, en particulier en zone urbaine, et on sait rien, on ne comprend pas. On ne sait pas le mode de contamination, on ne sait pas l'agent infectieux, on ne sait pas pourquoi, quand on commence à pouvoir regarder les microbes entre lame et lamelle sous le microscope, il n'y a quasiment que des vibrios ou des microbes qui bougent à toute vitesse et rien d'autre. On ne connaît pas la physiopathologie, on ne connaît pas la raison pour laquelle certains microbes pourraient varier, et on ne connaît pas, bien entendu, la cause initiale de l'émergence, parce que comprendre la contamination, la transmission, c'est une chose, mais comprendre pourquoi la maladie émerge, c'est éventuellement un autre problème majeur. Donc, si on fait une brève histoire du choléra, probablement présent sur la planète très très tôt, et maladies équivalentes qui sont décrites par Hippocrate et Galien, donc a priori c'était déjà là avant Jésus-Christ, connu depuis l'Antiquité, connu en Inde, dans le bassin d'origine du choléra, surtout dans le golfe du Bengale, très très tôt. Il y a des documents sanscrits de 400 ou 500 ans avant Jésus-Christ qui décrivent là aussi une maladie qui ressemble vraiment au choléra. Mais en fait, la marque du choléra, c'est le début du XIXe siècle. C'est à partir des années 1815-1817, et en particulier l'aventure militaire anglaise en Inde, l'occupation de l'Inde, la démonstration de l'existence de cette maladie par les médecins militaires anglais, et très rapidement, pour des raisons qui, encore une fois, sont liées à la révolution industrielle débutante, à l'augmentation des échanges commerciaux intercontinentaux, l'explosion de la maladie à partir du début du XIXe siècle. Et c'est cette pandémie qui vont se succéder jusqu'à aujourd'hui, puisque Haïti 2010, le tremblement de terre, le choléra, ça fait encore partie de la 7e pandémie. Alors, comment cette explosion intercontinentale a été causée? Bien sûr, le long des grandes routes terrestres d'échange, et puis aussi par les voies maritimes qui se développaient de plus en plus, et en particulier par la contamination de l'eau des ballasts, de l'eau de cale des navires, qui circulaient dans des zones où le choléra était prévalent et qui finalement ramenaient dans les ports européens le microbe qui pouvait donner lieu à un point de développement. Alors les Anglais nous l'ont joyeusement ramené des Indes, nous on l'a joyeusement apporté aux Amériques puisque c'est un vaisseau français qui a amené le choléra à Montréal en 1832, puis à New York, la France étant déjà touchée à ce moment-là par cette deuxième pandémie. Donc il y a eu 7 pandémies, dont la dernière est encore active, en cours, si l'on peut dire, et parmi ces 7 pandémies, celle qui a probablement le plus marqué, il y en a 2 qui ont beaucoup marqué, c'est la deuxième parce qu'elle a été la plus dramatique,
probablement 200, 400 000 morts en France, 20 000 morts à Paris, c'est des situations tout à fait dramatiques. Et puis la quatrième pandémie, c'est parce que c'est... non, c'est pas la quatrième, excusez-moi, c'est la cinquième. La cinquième pandémie, parce que c'est à cette occasion-là que Vibrio cholérique a été identifié par Robert Koch à Alexandrie. Donc, on ne savait pas. On n'avait pas d'informations, on ne comprenait pas pourquoi cette maladie diffusait avec une telle violence dans les populations, en particulier urbaines, surtout chez les plus pauvres. On appelait ça le choléra morbus. Alors les gens mouraient bien entendu de collapsus, puisqu'il y avait cette perte hydroélectrolytique massive. Alors il y avait soit le choléra sec, c'est-à-dire que la maladie se développait tellement vite que l'eau s'accumulait dans les intestins sans que les patients montrent de diarrhée, et ils rentraient en collapsus très rapidement. En entrant en collapsus, ils devenaient bleus, bien entendu, cyanosés, et s'ils avaient le choléra classique, ce qu'on appelait le choléra humide à l'époque, bien entendu, tout ça s'évacuait sous forme de purge d'une vingtaine de litres par jour. On n'imagine pas la quantité. J'ai vu des choléras, c'est absolument impressionnant, même chez les enfants, c'est terrifiant. Et donc les gens mouraient très rapidement de collapsus, en cyanose, ils étaient bleus, et la peur bleue, au fond, c'est né de cette deuxième pandémie de choléra, pour ce qui nous concerne, en tout cas à Paris, où on traitait ça un petit peu sur le mode du défi, parce qu'on ne savait pas, on ne comprenait pas quels étaient les mécanismes. À l'époque, on sortait des Trois Glorieuses, on était rentré dans la monarchie de Juillet, et c'était Casimir Perier qui était le président du conseil de cet nouveau gouvernement. Il avait fait un vrai boulot, il avait envoyé même une équipe de médecins, d'épidémiologistes à Moscou, où la maladie était prévalente déjà depuis plusieurs mois, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Le choléra a vraiment passé sur tout ça très très rapidement. Alors, la première lueur, la première énigme résolue, elle a été clairement résolue à Londres en 1855, 54-55. En fait, il y avait deux théories à cette époque-là, qui, dans ces maladies infectieuses comme le choléra, il y avait les aéristes et puis les gens qu'on appelait les contagionnistes. Alors les aéristes, en fait, avec un peu de bon sens, on peut penser que c'était normal qu'ils considèrent ça. Imaginez ce qu'était une ville comme Londres, Paris, il ne fallait guère mieux, où il n'y avait quasiment pas de tout à l'égout, où l'évacuation des matières fécales se faisait soit dans les caves, soit dans des fosses septiques, qu'on appelle fosses septiques pour leur donner un nom, où, au fond, les ordures pourrissaient dans la rue. Vous imaginez l'odeur que devait dégager, en particulier en été, ce genre de cité. C'était souvent en été que la maladie était à son acmé, à son pic. Donc la notion de miasme, c'est-à-dire d'agents, de choses pas comprises, présentes dans l'atmosphère, était assez compréhensible. Et les aéristes, c'était ça. C'est l'air qui est, comme on dit aujourd'hui, pollué, et voilà. Donc ça, c'était la théorie des aéristes. Et puis, par ailleurs, il y avait l'eau qui n'était pas encore distribuée de façon régulière dans tous les quartiers des villes, en particulier à Londres. Certaines villes avaient l'eau courante au robinet, ou en tout cas une source dans l'immeuble, mais c'était de l'eau qui était prélevée dans la Tamise. Alors vous imaginez en période de choléra ce que devait valoir l'eau. En plus, apparemment, elle passait dans des tuyaux, elle avait un goût absolument épouvantable. Donc les gens allaient se servir dans des puits qui étaient assez proches généralement de leur maison ou de leur immeuble. Il y avait pas mal de puits qui pompaient généralement l'eau dans assez superficiellement, donc assez facilement contaminables. Et puis donc il y avait les contagionnistes, excusez-moi, dont un qui était dans cette modernité maintenant pour envisager les maladies infectieuses, qui était John Snow. Il était médecin, épidémiologiste, et lui pensait que le choléra se reproduisait dans l'intestin humain et que c'était les individus qui étaient malades, qui transmettaient probablement par l'eau contaminée les germes. On commençait à parler à ce moment-là d'animalcules qui étaient éventuellement responsables de la maladie. Donc on était à ce moment-là dans le cours de la troisième pandémie à Londres. Donc ce qu'a fait Snow, c'est absolument extraordinaire. C'est un premier véritable travail d'épidémiologie géographique.
C'est-à-dire qu'il a, sur une carte du quartier où il y avait une épidémie très très sévère qui se développait, c'est à Soho, entre Regent Street et Soho, il a reporté au jour le jour, pendant plusieurs semaines, les morts de choléra. Sauf qu'en plus, il a rajouté les puits. Et peu à peu, il s'est aperçu en fait que les cas de choléra se concentraient en réalité autour d'une fontaine, d'un puits, mais qui était équipé d'un système de pompage avec un manche. Et donc voilà, ces petites briques-là, ça correspond au nombre de cas. Et la pompe en question, qui est un peu à l'épicentre de tout ça, elle est au coin d'une rue qui s'appelle Broad Street, qui s'appelle maintenant Broadwick Street. Et cette pompe, il a montré, et là on a reporté en rouge, on a transformé en rouge ici, puis on a rajouté un petit bulle bleue pour vraiment matérialiser la présence des puits et des pompes. Et vous voyez que l'essentiel des cas se clusterise ici sous forme d'espèce de cercle quasiment autour de cette pompe de Broad Street. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une équipe américaine récemment qui s'est amusée à faire ce qu'on appelle du Geographic Information Systems, où c'est un peu comme en géologie où on regarde les strates ou en géographie. Ils ont mis des codes de couleurs sur la densité des cas et on s'aperçoit qu'on arrive très rapidement à l'épicentre par ce type d'analyse. En fait, John Snow a anticipé par ses méthodes tout ça, et cette fameuse pompe de Broad, ou maintenant de Broadway Street, elle a pris ce côté qu'ont mis certains caricaturistes de l'époque. Et ce qu'a fait John Snow, après s'être bagarré avec les autorités londoniennes, c'est de supprimer le manche de la pompe. C'est une approche d'épidémiologie interventionnelle, on pourrait dire, et l'épidémie de choléra s'est arrêtée. Donc c'était vraiment la preuve expérimentale. Alors, on est allé récemment avec mon épouse dans ce quartier, parce que je voulais vraiment voir cette pompe. On voit ce machin-là maintenant, ça faut vraiment avoir de l'imagination pour se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Et comme les Anglais ont beaucoup d'humour, comme vous le savez, tout ce qui reste en fait de cette magnifique aventure qui a créé l'épidémiologie moderne, c'est un pub qui s'appelle d'ailleurs John Snow. Et c'est tout ce qui reste. Et donc, bon, j'étais un peu déçu, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand moment. Et c'est vraiment, en fait, c'est le début de l'hygiène. Et c'est le début de l'assainissement des villes, c'est le début des grands travaux d'Haussmann, c'est le début de tout ce que vous avez connu, enfin, vous ne l'avez pas connu, mais de ce que vous savez de vos lectures sur Paris, les changements urbains et l'établissement du tout à l'égout et de l'eau courante et ainsi de suite. Et le choléra, en fait, a disparu, pas par un vaccin, mais par cette approche qu'on peut dire une approche hygiéniste. Alors la deuxième étape, ça a été la découverte de l'animanicule, parce que John Snow, il connaissait un peu ce qui était la proto-microbiologie, et il avait mis cette eau du puits de la rue de Broad Street entre Lammes et Lamelles, et il avait vu qu'il y avait des petits animalicules qui circulaient là, alors qu'il n'y en avait pas dans les puits, dans les prélèvements des puits d'à côté. Donc il avait vu qu'il y avait un microbe, il savait qu'il y avait quelque chose et que quelque chose était transmis. C'était aussi une intuition formidable. Intuition qui a été confirmée, bien entendu, par Robert Koch, qui est allé lui-même à Alexandrie dans cette 5e pandémie et qui a découvert, ou 4e, je me perds toujours dans les pandémies, excusez-moi, qui a découvert le microbe qui s'appelle maintenant Vibrio cholerae, qui est ce gramme négatif avec un très joli flagelle, très rapide, d'où le nom de vibrion colérique, qui est donc aéro-anaérobie, prototrophique, c'est qu'il pousse sur des milieux très, très facilement, en tout cas en culture aérée, avec un temps de division de l'ordre de moins de 30 minutes. C'est absolument effarant la vitesse à laquelle cette bactérie se divise. Alors il y a deux biotypes. Le biotype qu'on appelle classique, qui était responsable des 6 premières pandémies, puis un nouveau biotype qui est arrivé en 1961, qui s'appelle Eltor, qui est un variant de quelques facteurs biochimiques, mais qui a les mêmes caractéristiques immunologiques, c'est-à-dire le même sérotype global O1 et le même sérogroupe O1,
et les mêmes sous-sérogroupes, ce qu'on appelle les sérotypes, c'est Ogawa et Inaba, mais c'est comme ça qu'on type encore les vibrio cholériques. Maintenant, on les type de plus en plus par des approches génomiques, mais ça reste très classique. Et puis, il y a eu un moment, en 1991, l'apparition, l'émergence d'un nouveau sérotype qui s'appelait O139 en Inde, et on reviendra justement sur cette notion très rapidement de changement sérotypique. Alors, ça, c'était donc la découverte du microbe, la caractérisation du microbe. À partir du XXe siècle, du début du XXe siècle, on commence à étudier Vibrio cholerae de très près, mais on ne sait toujours pas pourquoi il donne cette maladie, pourquoi il donne cette purge, cette perte d'eau et d'électrolytes absolument massive. On commence à savoir au début des années 60 qu'avec la microscopie électronique, la bactérie adhère à l'épithélium du duodénum, du jéjunum, dans le haut de l'intestin grêle. Mais c'est surtout un chercheur indien, Sambunad D, son nom c'est D, qui en 1953 va découvrir la toxine cholérique. Alors, c'est l'élément essentiel, bien entendu, de la pathogénicité. Il ne va pas la purifier parce qu'il n'a pas les moyens dans son laboratoire de la purifier, mais il démontre quand même que le surnageant contient un principe actif qui a une capacité de faire sécréter de l'eau et des électrolytes à un épithélium intestinal. Et puis il y a toute une série de travaux que j'ai résumés ici, qui sont chacun des étapes. C'est un chercheur américain au Texas, Dick Finkelstein, qui va purifier pour la première fois la toxine cholérique en 1969. C'est Jan Holmgren en 1973 qui va montrer sa structure. En fait, c'est des petites sous-unités. Il y a 5 sous-unités B qui permettent la liaison à des gangliosides à la surface de l'épithélium intestinal. Puis une sous-unité A qui est l'élément catalytique qui va être introduit dans la cellule et qui va entraîner la cascade de signalisation qui cause la diarrhée. C'est Dr McGill qui va découvrir le mode d'action d'ADP-ribosylation. Je vous en dis un mot tout de suite après. C'est l'équipe de Majoul et collaborateurs qui va montrer le transport rétrograde, c'est-à-dire que la toxine rentre dans la cellule et elle passe par le réticulum endoplasmique, par le Golgi, et elle ressort dans le cytoplasme de façon à effectuer ses fonctions toxiques. C'était une première dans la compréhension du transport des toxines. Et puis toute la saga du groupe de John Makellanos à Harvard dans les années 90 et plus récemment sur véritablement les bases génétiques de la virulence du vibrio cholérique et la démonstration en particulier que les gènes qui codent pour la toxine cholérique sont en fait portés par un bactériophage lysogène de vibrio choléré. Donc c'est une très très jolie histoire où émerge en fait donc cette fonction d'ADP-ribosylation qui va en fait empêcher la régulation par l'activation d'une kinase de systèmes qui contrôlent en fait l'adénylate cyclase de la cellule, et en fait ça va bloquer le système de formation d'AMP cyclique ON, c'est-à-dire que la cellule va se mettre à fabriquer de l'AMP cyclique, et donc cet AMP cyclique en excès va entraîner cette phosphorylation d'un certain nombre de transporteurs, en particulier d'un transporteur du sodium et puis de CFTR dans la crypte intestinale, qui vont se conjuguer pour entraîner cette fuite hydroélectrolytique massive qui est caractéristique du choléra. Donc là, on commence à savoir à peu près ce qui se passe, et avec la génétique en particulier de John, on finit par savoir qu'il y a en fait 2 bactériophages, un bactériophage qui s'appelle, j'essaie de le retrouver, le voilà, VPI-phage, qui en fait entraîne, après sa lysogénisation, permet à la souche d'exprimer un récepteur qui s'appelle TCP. Ce récepteur, c'est des pilides de type 4 qui vont servir, qui sont les récepteurs en fait de ce phage CTX-phi, qui va lui aussi aller lysogéniser la souche et lui permettre de produire la toxine qui est la toxine du choléra. Donc une vraie période de 50 ans entre la démonstration de la présence d'un élément toxique et finalement le déchiffrage génétique de tout ça, en passant par la biologie cellulaire et la biochimie, la compréhension du rôle de la toxine cholérique. Alors,
Le choléra moderne, c'est celui qu'on voit depuis 1961, depuis El Tor, depuis l'épidémie qui a touché le Pérou. Enfin, il y a eu pas mal d'accidents majeurs. Il y a eu une épidémie de choléra terrible au Bangladesh au moment de la scission du Pakistan dans les années 60, au début des années 70. Et en fait, ce qui est apparu très clairement, très rapidement, c'est que le bassin du choléra, d'émergence du choléra, c'est le golfe du Bengale, c'est l'estuaire du Gange, et puis éventuellement pour El Tor, l'Indonésie, El Tor est venu plutôt des îles célèbres, mais l'impression qu'on est dans une zone côtière, dans une zone estuarine, dans un élément qui commence à ressembler au fait que le Vibrio cholerae, il a peut-être une vie environnementale aussi, et pas uniquement une vie chez les patients lorsqu'ils ont été infectés. Et le choléra reste aujourd'hui une maladie très prévalente dans le monde. Ce n'est pas un microbe has-been, c'est encore là. On a des épidémies de choléra régulièrement. On a cette épidémie d'Haïti avec un variant biotypique asiatique qui, vous savez, a probablement été importé par les troupes de l'ONU, en tout cas par les unités qui venaient du Népal, qui fait partie du bassin classique du choléra. Donc le choléra est une maladie d'actualité et on y reviendra très très rapidement à la fin. Pour moi, le choléra, ma première image du choléra, ça a été ça. C'était une mission au Bangladesh en 86 au moment d'une épidémie. Et c'est ces chambres, enfin c'est pas ces chambres, ces halls avec tous ces lits en fait qui ont été, c'est presque du high-tech. Hein. C'est un lit, c'est une espèce de matelas couvert d'une bâche en plastique avec un trou au milieu et puis une cuvette ou un seau en dessous et on récupère la diarrhée, cette eau de riz, on la pèse et on redonne au patient, soit s'il est comateux par voie intraveineuse, soit s'il est conscient par voie orale, une solution de réhydratation qui lui permet de survivre. Donc c'est le système, c'est le principe des vases communicants. Et cette image-là est restée vraiment gravée dans mon esprit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est un des grands progrès thérapeutiques, c'est qu'à partir des années 70, on a commencé à se poser la question du traitement du choléra. Quand on réhydratait les gens avec de l'eau salée, ce qui paraissait logique, ça ne faisait rien. Généralement, les enfants en particulier mouraient exactement avec la même incidence. Et puis il y a eu quelqu'un qui a eu une idée absolument géniale, qui était de se dire, au fond, c'est sûr, la toxine, elle bloque les pompes d'échange sodium, donc si on rajoute du sodium, il ne se passe rien. Donc essayons d'explorer une autre pompe qui marche sur un mode alternatif, une pompe de secours. Le choléra, c'est une histoire de pompe depuis le début. Et ce à quoi ont pensé les chercheurs de l'époque, et en particulier Hirschhorn et son équipe en 1973, c'est qu'il existe une pompe de secours qui est SLGT1, qui est un cotransporteur en fait, du glucose et du sodium. Et donc, il suffisait de faire une solution de réhydratation qui contenait du glucose pour activer cette pompe et faire absorber le sodium et bien entendu l'eau qui va avec, puisque pour des raisons d'osmolarité, l'eau va suivre le trajet des électrolytes. Et ça, c'est un progrès considérable. Ça s'appelle la réhydratation par voie orale. Ça a été très rapidement prouvé efficace, en particulier au Bangladesh. Ça a été très vite utilisé en Amérique du Sud parce que c'était le moment de la grande épidémie qui avait démarré au Pérou. Ça a été validé par l'OMS et maintenant c'est le traitement de base des diarrhées. Ça a sauvé à la fois choléra et d'autres diarrhées, probablement des millions et des millions d'enfants de cette maladie. Et encore une fois, sur une base qui est vraiment scientifique. Le développement de la solution de réhydratation orale, c'est une base scientifique. Et il y a des milliers et des milliers de mamans qui ont été éduquées, en particulier en Inde et au Bangladesh, à faire les solutions elles-mêmes. Plus dur, ça a été de les convaincre qu'il fallait mettre de l'eau potable pour faire les préparations. Tout ça, ça ne résolvait pas malgré tout l'énigme finale, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est-à-dire pourquoi le choléra émergeait régulièrement. On avait quand même à la fin vu que ça émergeait régulièrement dans ces régions, en particulier dans le golfe du Bengale, et commençait à se faire tout doucement l'idée qu'après la vision anthropocentrique en fait, du choléra qui avait prévalu pendant des décades et des décades, on était peut-être arrivé à un tournant et il fallait considérer que le choléra avait une autre vie,
et que peut-être il n'avait d'ailleurs pas besoin de nous pour survivre, ce qui était quand même une grande surprise. Et ça a été extrêmement difficile initialement de faire passer cette idée. Et cette idée, elle est passée grâce à une scientifique, une microbiologiste et une écologiste américaine, qui est une femme absolument exceptionnelle, qui s'appelle Rita Colwell. Oui, maintenant elle est émérite, mais elle était professeure de microbiologie et de l'environnement à l'université du Maryland. Et Rita, après avoir commencé à travailler dans les années 60, je la connais bien, c'est vraiment une personne exceptionnelle, est arrivée avec deux observations tout à fait claires. Elle a montré que le vibrio cholérique vivait dans ces zones estuarines de façon totalement indépendante de l'homme et que comme matrice de développement, il utilisait du phytoplancton et en particulier ces petits éléments qui font 80% à peu près du phytoplancton qu'on appelle les copépodes. Et ça a été vraiment une révolution dans la compréhension du choléra, et en particulier le fait de montrer à la fois que le choléra vivait dans un biotope en fait, qui correspond à ce qu'on appelle un écotone, c'est-à-dire une frontière, et cette frontière, c'est la frontière entre les eaux d'un fleuve, le Gange en l'occurrence, et les eaux océaniques. Et on va revoir immédiatement pourquoi, et que par ailleurs, ce microbe se développait dans des phytoplanctons qui étaient caractéristiques de ces zones d'interface entre l'eau d'un fleuve et l'eau océanique. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que dans les périodes épidémiques, ce microbe est présent en quantité massive dans l'environnement, en particulier au niveau du phytoplancton sur lequel il vit, mais en même temps, il contamine tout ce qui est fruits de mer, poissons, et tout ça, bien entendu, est utilisé à des fins nutritives par les populations, et les populations commencent à s'infecter, et l'émergence survient à ce moment-là. Mais entre les épidémies, entre les émergences, il a été difficile de faire passer l'idée que le vibrio cholérique restait de façon dormante, comme un saprophyte de ce phytoplancton, et qu'en fait le rythme des épidémies suivait totalement le rythme du développement et de la régression du phytoplancton dans ces eaux estuarines. Et pour faire une longue histoire courte, en fait, ce qui se passe, c'est que le vibrio cholérique a des conditions optimales de développement. Il lui faut de la chaleur, 30-37 degrés, c'est très très bien, en tout cas plus de 17-20 degrés. Il lui faut un pH alcalin, entre 7 et 10. Il lui faut une salinité, une certaine concentration de chlorure de sodium. Donc l'eau océanique, elle est trop salée, et l'eau de la rivière, l'eau du fleuve, elle n'est pas assez salée. Donc il faut que les deux correspondent. Il faut que les deux correspondent pour ajuster les bonnes conditions de salinité. Généralement, c'est en période post-mousson, c'est-à-dire qu'il fait très chaud, et les conditions d'acidité qui sont apportées, en tout cas l'alcalinité, qui sont apportées par les eaux de pluie. Donc il y a toute une conjonction de phénomènes climatiques qui convergent vers l'explosion de ce phytoplancton grâce au développement aussi du zooplancton, grâce au fait que le flot du fleuve alimenté par les pluies va faire remonter des sédiments, toutes ces petites bestioles. Et donc on est dans un système en permanence, en renouvellement écologique. Et voilà ces copépodes, ça fait 2 mm, c'est tout couvert de chitine, qui est un polymère complexe qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'L-cellulose. Il y en a sur la surface de ces animaux, il y en a éventuellement comme couche protectrice de leur tube digestif. Et donc le vibrio cholérique, en fait, pour faire simple, vit sur cette matrice de chitine dans ce zooplancton. Et c'est là qu'en fait son cycle s'effectue en fonction des conditions climatiques favorables ou défavorables. Il est à la fois à la surface et à la fois à l'intérieur de ces petits animaux où il adhère à cette matrice. Donc on est dans une vision maintenant complètement différente de l'épidémiologie de l'émergence du choléra, où cette molécule, ce sucre complexe, est vraiment au centre de l'ensemble de la vie, de la biologie de ce zooplancton auquel le vibrio cholérique est par définition maintenant
totalement associés. Alors cette molécule, elle est vraiment au centre de la biologie du vibrion cholérique, c'est-à-dire la plupart des propriétés qui sont caractéristiques du vibrion cholérique, c'est-à-dire sa vitesse de croissance, sa survie dans certains environnements, sa compétence, c'est-à-dire sa capacité d'absorber de l'ADN étranger, sa capacité aussi de tuer des micro-organismes voisins et donc de clarifier sa niche et de s'implanter et de se maintenir, en particulier sur ces matrices chez ces petits animaux. Tout ça est lié à des voies de signalisation qui sont induites par la liaison du micro-organisme à cette matrice de chitine. Alors, comment on explique le fait que Vibrio cholerae arrive à être un petit peu seul au monde dans son environnement? En fait, ça a été montré là aussi par des travaux de John Makellanos et de son équipe, qui ont montré que Vibrio cholérique exprimait, j'en avais parlé l'année dernière, un appareil de sécrétion de type 6, qui est une espèce de système dérivé des bactériophages, qui permet à la bactérie de faire émerger à sa surface une aiguille qui va en fait perforer la membrane des autres bactéries et permettre aux micro-organismes de se développer et au fond d'être le prédateur d'une niche dans laquelle, une fois qu'il est établi, il sera extrêmement difficile, pour des tas de raisons, y compris métaboliques, pour d'autres micro-organismes de s'installer. Et ça, c'est juste pour montrer jolies images de la mise en place, de l'assemblage et du désassemblage de cet appareil de sécrétion de type 6. Tout ça a été l'objet de très jolis travaux récents par ce groupe et maintenant par d'autres. Et juste pour terminer et montrer un peu finalement la liaison de toutes ces choses, une chercheuse qui est d'ailleurs dans l'institut où travaille Charlotte, qui va faire son séminaire, qui s'appelle Mélanie Blokesh, qui travaille depuis plusieurs années sur l'interaction justement entre chitine et Vibrio cholerae, a montré très très récemment qu'il y avait une vraie liaison entre l'appareil de sécrétion de type 6, la chitine et l'expression de l'émergence. Et ça se met un peu en partition comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que dans ces conditions de liaison à sa matrice, sous forme de biofilm, en fait, le Vibrio cholerae va tuer éventuellement d'autres micro-organismes grâce à cet appareil de sécrétion de type 6, et ça va lui permettre au fond de cannibaliser l'ADN du microbe qu'il a tué et de le réintégrer éventuellement du fait de son haut niveau de compétence, induit encore une fois par l'adhésion à la matrice, et ça explique très probablement l'émergence, j'en parlais tout à l'heure en pointillé, de ce sérotypo 139 en fait, qui a été le passage d'un bloc de gènes codant pour un nouveau sérotype, extrait d'un vibrio probablement non pathogène au 139, parce qu'il y avait énormément de ces vibrios dans les eaux estuarines, partout sur la planète, pas toujours aussi méchant que Vibrio cholerae. Donc ce bloc de gènes est venu s'insérer dans le bloc de gènes codant pour l'antigène O1 et a généré sur un châssis en fait totalement pathogène un nouveau sérotype au 139, probablement lié à ce cycle d'événements sur la vie extérieure du vibrio cholérique. Alors 2-3 diapos pour terminer, pour aller un petit peu sur l'avenir du choléra, parce que le choléra a un très bel avenir devant lui malheureusement. Donc on est de plus en plus à essayer de comprendre les mécanismes, on les a compris maintenant, les grands éléments de sa vie environnementale et donc le fait que ce soit ça la vie du choléra, ce n'est pas les grandes pandémies humaines. Et donc on peut commencer, de par ce qu'on connaît de la biologie de ces systèmes que j'ai mentionnés un peu rapidement, à cartographier la planète pour essayer de repérer des zones qui seraient favorables à un moment ou à un autre au développement justement de ce morceau de cycle où le phytoplancton va se développer très rapidement et le vibrio cholérique avec. Donc tout ça combine en fait des approches microbiologiques locales et des approches d'observation satellitaire. Les observations satellitaires permettant par, au fond, l'analyse de spectres de signaux qui sont sentis de la surface des océans par le satellite, à analyser des éléments comme la température de surface des eaux, des éléments comme la densité de chlorophylle, puisque la chlorophylle a un spectre d'analyse très très facile dans ces systèmes, éventuellement du pH. Et en fait, de remettre l'ensemble de ces éléments
sous forme d'analyse simplifiée, de composants simples, de les associer bien entendu avec la présence du vibrio cholérique prouvée par les épidémiologistes locaux, et de commencer à véritablement définir ce qu'on appelle des cartes de risque, ou ce que les anglo-saxons appellent des suitability maps, c'est-à-dire des conditions locales qui sont favorables à la croissance du vibrion cholérique. Et on retombe bien entendu sur des zones tout à fait classiques, déjà connues, mais aussi des zones à risque sur la côte d'Amérique du Sud, qui étaient déjà connues, voire des zones à risque dans des régions d'Europe, même si on est un peu épargné de tout ça grâce à la température. Mais vous savez comme moi que quelque chose nous guette, c'est le réchauffement climatique. Et donc à partir de ces données de suitability maps, de cartes de risque de survenue du choléra, un certain nombre de scientifiques sont en train de faire des prévisions sur l'avenir du choléra sur la planète. Et les prévisions sont assez dramatiques, puisque ça, c'est la situation actuelle. Et donc le niveau de brun correspond aux zones qui sont les plus favorables au développement et éventuellement au transport du vibrion cholérique par l'intermédiaire du transport des zooplanctons. Donc ça, c'est la situation contemporaine. Et ça, c'est la situation à venir du fait du réchauffement climatique et des complications liées en particulier au niveau de la nature, de la composition des eaux, au risque de développement du choléra. Et vous voyez que la situation est en fait assez cataclysmique dans la mesure où les zones, bien entendu, à risque se confirment, mais où on voit de plus en plus par les courants marins la possibilité de véhiculer le vibrion cholérique d'un continent à l'autre, par le Gulf Stream, par El Niño, tout ce que vous voulez. Donc on est dans une situation où le choléra, peut-être le pire est encore à venir. Heureusement, on a des approches maintenant thérapeutiques. Heureusement, mTOR, si c'est lui qui continue à se développer, est moins pathogène que le vibrion cholérique. Mais on voit que quand se conjugue, par exemple, une situation de crise, de catastrophe, la mortalité du choléra morbus se retrouve. C'est-à-dire qu'on était descendu avec la conjugaison d'mTOR et des solutions de réhydratation orale à moins de 1% de mortalité dans les zones de choléra. À Haïti, avec la destruction du système sanitaire et l'inorganisation malheureusement locale, on se retrouve avec des taux de mortalité de 30%. À Goma, en 1994, quand il y a eu ce conflit, ce génocide, et où les Hutus se sont réfugiés au Zaïre, au bord de ce lac qui était déjà contaminé par le vibrio cholérique, parce que c'est une zone qui pourrait rentrer dans ces suitability maps, on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de cas sur ce million de réfugiés et une mortalité probablement de l'ordre de 50%. Alors pour certains par manque d'accès aux soins, pour d'autres simplement parce que les conditions de stress et l'organisation médicale étaient insuffisantes. Donc on est encore aujourd'hui en prise avec le choléra et en cas de survenue sur des situations de crise avec des situations qui peuvent être tout à fait dramatiques. Donc je termine ici sur ces bonnes nouvelles concernant l'émergence de ces vieilles maladies. La peste, est-ce que vous savez la dernière fois où on a identifié des cas de peste à Paris? N'exagérez pas. 1920. Il y avait eu quelques cas pendant la Première Guerre mondiale, probablement par relâchement de l'hygiène. Et à partir de 1920, il y a eu une centaine de cas dans le quartier de Clichy qui se sont résorbés assez rapidement avec des mesures de prévention, de destruction des puces et ainsi de suite. Enfin quand même, le dernier épisode de peste à Paris, 1920, ça paraît, c'est hier. Et la maladie est encore présente à Madagascar et dans pas mal de régions. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, oui. Sinon, on peut passer au séminaire et puis faire une espèce de petite table ronde ensuite pour poser des questions plus générales sur les 3 sujets. Allez-y.